Il y a des amitiés qui naissent sous le soleil et qui meurent dans l'ombre. Des amitiés qui commencent avec des rires d'enfants et qui finissent dans les larmes et la folie. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce n'est pas une simple histoire. C'est une histoire vraie de trahison, de jalousie, de magie noire et de karma. Une histoire qui va vous faire frissonner de la tête aux pieds. Parce que parfois, le mal que tu fais à quelqu'un revient te chercher exactement là où tu t'y attends le moins. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce qui arrive à Esha va vous laisser sans voix. Avant de continuer, si vous regardez cette vidéo et que vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Appuyez sur le bouton rouge, aimez cette vidéo et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Que vous soyez depuis le Sénégal, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Maroc, depuis la France, depuis le Canada ou depuis n'importe quel coin du monde, dites-le moi. Votre soutien me donne la force de continuer à vous raconter ces histoires qui font réfléchir. Maintenant, installez-vous confortablement. Parce que cette histoire commence bien avant que la jalousie ne s'installe. Elle commence là où tout commence, dans l'enfance. Cape Town. Cette ville magnifique au bout du monde, avec ses montagnes qui touchent le ciel et son océan qui murmure des secrets. Une ville où les couleurs explosent dans les rues, où les femmes portent des pagnes aux 1000 couleurs, où l'odeur des épices se mélange à celle de la mer. C'est dans cette ville que deux petites filles ont grandi côte à côte, main dans la main, comme deux fleurs plantées dans le même jardin. Esha et Amina. Deux prénoms qui chantent. Deux destins qui, à l'origine, semblaient identiques. Elles habitaient dans le même quartier de Bokaap, ce fameux quartier aux maisons peintes de couleurs vives que les touristes photographient avec émerveillement. Des maisons rose bonbon, jaune soleil, bleu ciel, vert menthe. Un quartier où tout le monde se connaît, où les enfants jouent dans les ruelles pavées, où les mères cuisinent avec les fenêtres ouvertes pour que le parfum du curry et de la cannelle envahisse toute la rue. C'est dans ce quartier que Esha et Amina ont ouvert les yeux sur le monde. C'est là qu'elles ont appris à marcher, à parler, à rire. Et c'est là aussi que tout allait un jour basculer. Leur mère était voisine et amie depuis leurs propres enfances. Quand Esha est venue au monde, Amina avait déjà 3 mois. Elles ont donc grandi avec cette différence minuscule d'âge, mais cette différence ne comptait pas. Elles étaient inséparables. Quand tu voyais Esha, tu voyais Amina juste derrière elle. Quand tu appelais Amina, Esha répondait aussi. Elles mangeaient ensemble, elles dormaient l'une chez l'autre, elles portaient parfois les mêmes robes que leur mère cousait pour elles les jours de fête. Les gens du quartier les appelaient affectueusement les 2 gouttes d'eau, même si physiquement elles n'étaient pas pareilles. Parce qu'il faut vous le dire, dès le début, la nature avait déjà fait des choix différents pour chacune d'elles. Esha était une petite fille ordinaire, avec des traits agréables mais rien de particulièrement remarquable. Elle avait un sourire doux, des yeux noirs comme la nuit, et une façon de rire qui réchauffait le cœur. Elle était vive, intelligente, toujours curieuse, toujours en train de poser des questions sur tout et n'importe quoi. Sa mère disait souvent qu'elle avait la langue aussi rapide que ses pieds. Amina, elle, était déjà différente même petite. Elle avait ce quelque chose d'indéfinissable. Cette lumière dans les yeux, cette façon de se tenir, cette grâce naturelle dans chacun de ses mouvements. Quand Amina entrait dans une pièce, même à 5 ans, les gens la regardaient. Pas parce qu'elle cherchait à attirer l'attention. Non, parce que la nature avait décidé qu'elle serait quelqu'un que l'on remarque sans qu'elle fasse le moindre effort. Mais dans l'enfance, tout cela ne comptait pas vraiment. Les enfants ne voient pas ces différences de la même façon que les adultes. Elles jouaient, elles riaient, elles se disputaient pour des bêtises et elles se réconciliaient 5 minutes plus tard. Esha et Amina étaient les meilleures amies du monde, et elles le savaient. Elles avaient même fait ce serment d'amitié un jour, assises sur les marches de la maison de la mère d'Amina, en se piquant le doigt avec une épingle pour mélanger leur sang. Ce genre de serment que seuls les enfants font avec un sérieux absolu. Elles avaient juré de rester amies pour toujours. De ne jamais se trahir. De toujours se protéger l'une l'autre. Ce serment, Esha allait l'oublier des années plus tard. Mais le sang, lui, ne ment jamais. Les années ont passé. L'école primaire d'abord, où elles étaient dans la même classe et où elles s'asseyaient toujours l'une à côté de l'autre. Esha était meilleure en mathématiques, Amina était meilleure en français et en art. Elles se complétaient parfaitement. Quand Esha ne comprenait pas un texte, Amina lui expliquait avec patience. Quand Amina bloquait sur un problème de géométrie, Esha s'asseyait à côté d'elle et lui montrait comment faire, pas à pas. Leur amitié était belle comme une plante qui pousse bien quand on en prend soin. Les professeurs les adoraient toutes les deux. Leur mère était fière. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et puis vint le collège. Et quelque chose commença à changer. Pas brutalement. Non.
Ça a été lent, progressif, comme une saison qui change. Tu ne vois pas exactement le moment où l'été devient automne. Tu le sens juste, peu à peu, dans l'air. Amina avait commencé à changer physiquement. Pas de façon bizarre ou exagérée. Mais elle grandissait et la beauté qui était en elle depuis toujours commençait à prendre toute la place. Ses traits s'affinaient. Sa silhouette prenait des courbes douces et harmonieuses. Sa peau avait ce lustre particulier, cette brillance naturelle qui fait que certaines femmes semblent illuminées de l'intérieur. Et ses yeux noisettes avec des reflets dorés au soleil, étaient devenus quelque chose de presque impossible à décrire. Quand Amina vous regardait, vous aviez l'impression qu'elle voyait directement en vous, au-delà des mots et des apparences. Les garçons du collège l'avaient remarqué. Bien sûr. Comment ne pas la remarquer? Elle passait dans un couloir et les conversations s'arrêtaient. Elle levait la main en classe et tout le monde la regardait. Elle riait et les gens autour d'elle voulaient savoir pourquoi elle riait, juste pour avoir une raison de s'approcher d'elle. Mais Amina n'était pas du genre à se laisser monter à la tête. Elle restait simple, naturelle, gentille avec tout le monde. Elle ne cherchait pas à dominer, à écraser les autres. Elle était juste elle-même et cette simplicité la rendait encore plus attachante. Aisha, elle, observait tout cela. Et au début, elle était fière de son amie. Elle disait à tout le monde que cette belle fille que tout le monde regardait était sa meilleure amie depuis l'enfance. Elle se sentait spéciale par procuration. Mais les semaines passant, quelque chose de petit et de sombre commençait à germer dans le cœur d'Aisha. Quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Quelque chose qu'elle repoussait chaque fois qu'il essayait de s'installer. Mais il revenait toujours. Cette petite voix qui disait pourquoi elle et pas moi? Pourquoi tout le monde la regarde, elle? Pourquoi les garçons m'ignorent quand elle est là? Pourquoi les professeurs ont ce sourire particulier quand ils la voient? Pourquoi? La jalousie. C'est un poison qui n'a pas de goût particulier au début. On ne le sent pas tout de suite. Il s'infiltre doucement, comme une fumée sous une porte. Et avant qu'on le réalise, il a déjà rempli toute la pièce. Aisha continuait à sourire à Amina. Continuait à être à ses côtés. Continuait à l'appeler sa meilleure amie. Mais en dedans, quelque chose avait changé. Elle commençait à compter les attentions que les autres portaient à Amina. Chaque regard, chaque compliment, chaque sourire adressé à Amina était pour Aisha une petite blessure. Elle ne le montrait pas. Elle avait appris à cacher ce qu'elle ressentait derrière son propre sourire. Et Amina, pure et innocente comme elle l'était, ne voyait rien. Elle aimait Aisha sincèrement. Elle ne pouvait pas imaginer que son amie d'enfance nourrissait en secret une jalousie qui grandissait chaque jour. Le lycée avait tout changé. Définitivement. Au lycée de Buitancan, l'un des plus réputés du centre de Cape Town, Amina était devenue une véritable figure. Pas parce qu'elle cherchait à l'être, mais parce que la nature avait fait son travail complètement. À 16 ans, Amina était ce genre de jeune femme que l'on décrit en disant qu'elle est belle sans vraiment faire honneur à ce mot. Belle ne suffisait pas. Elle était lumineuse. Elle avait une présence qui remplissait une salle entière. Quand elle marchait dans la cour du lycée, le temps semblait ralentir légèrement. Les garçons se retournaient. Les filles l'admiraient ou la jalousaient, selon leur nature. Mais tous la regardaient. Les garçons lui envoyaient des messages, glissaient des lettres dans son casier, venaient lui parler avec des prétextes ridicules juste pour être proches d'elle. Les professeurs avaient pour elle une indulgence particulière, pas parce qu'ils cherchaient quelque chose de mal, mais parce que la beauté et la grâce naturelle d'Amina créaient une atmosphère bienveillante autour d'elle. Elle rendait les gens meilleurs sans le vouloir. Quand Amina était là, les gens avaient envie de se montrer sous leur meilleur jour. Et Aisha? Aisha existait dans l'ombre de tout cela. Elle était là, elle aussi. Elle allait au lycée, elle avait ses notes, elle avait ses propres qualités. Mais à côté d'Amina, elle devenait invisible. Les garçons qui auraient pu la remarquer ne la voyaient plus vraiment parce que leur regard était toujours accroché par Amina. Les professeurs qui auraient pu lui accorder une attention particulière donnaient cette attention à Amina. Aisha était devenue le décor d'un tableau dont Amina était le sujet principal. Et ce qui était une petite graine de jalousie dans le cœur d'Aisha était devenu un arbre avec des racines profondes. Elle n'en parlait à personne. Pas même à sa propre mère. Elle portait ce poison en elle avec un sourire affiché, une façade parfaite. Dehors, elle était l'amie fidèle, la confidente, celle qui était toujours là pour Amina. Dedans, elle comptait chaque victoire d'Amina comme une défaite personnelle. Chaque compliment fait à Amina était pour elle une humiliation silencieuse. Elle avait commencé à analyser Amina avec des yeux froids, à chercher des défauts, à noter des erreurs.
Mais Amina était honnête, généreuse, sans malice. Il était difficile de lui trouver des défauts réels. Ce qui rendait Aisha encore plus frustrée. Un soir, Aisha était rentrée chez elle après une journée particulièrement difficile. Ce jour-là, le garçon qu'elle aimait en secret depuis des mois avait passé toute la récréation à parler et à rire avec Amina. Rien de romantique, juste une conversation normale entre deux camarades. Mais pour Aisha, c'était la goutte de trop. Elle s'était enfermée dans sa chambre, avait mis son visage dans son oreiller et avait pleuré. Pas des pleurs de tristesse ordinaire. Des pleurs de rage, de frustration, d'une douleur qui cherchait une sortie depuis trop longtemps. Et dans ces pleurs, une pensée avait traversé son esprit. Une pensée qu'elle avait d'abord repoussée avec horreur. Puis qui était revenue. Puis qui avait pris racine. Elle avait entendu parler, comme tout le monde dans les quartiers de Cape Town, de certaines pratiques. Des choses que les anciens faisaient et que les jeunes croyaient à moitié, riaient à moitié. Des marabouts. Des hommes et des femmes qui connaissaient les secrets de la nuit, qui savaient comment tordre le destin, comment attacher un cœur ou en briser un autre. Des gens qui travaillaient dans l'ombre, qui recevaient des clients après minuit, qui mélangeaient des herbes et des poudres et des prières inversées pour faire ce que la nature seule ne pouvait pas faire. Aisha avait grandi en entendant ces histoires. Sa mère lui avait toujours dit d'en rester loin. Que ces choses-là se retournaient toujours contre celui qui les utilisait. Que le mal que tu envoies revient toujours chez toi. Mais ce soir-là, dans sa chambre, avec l'oreiller mouillé de larmes et le cœur plein d'une rage qu'elle ne savait plus où mettre, Aisha n'entendait plus la voix de sa mère. Elle n'entendait que la sienne. Elle ne fit rien tout de suite. Elle laissa passer des semaines. Mais la pensée ne partait plus. Elle restait là, dans un coin de sa tête, comme une porte entr'ouverte sur quelque chose d'obscur. Et puis arriva Karim. Karim était arrivé à Cape Town depuis Johannesburg, pour affaires. Il avait environ 35 ans, grand, avec cette façon de s'habiller qui disait tout sans avoir besoin de mots. La montre au poignet, la voiture noire aux vitres teintées garée devant les meilleurs restaurants de la ville, la façon dont les gens se levaient quand il entrait dans une salle. Karim était ce que l'on appelle un homme qui a réussi. Il avait fait fortune dans l'immobilier, possédait des propriétés sur toute la côte et avait ce charme naturel des hommes qui n'ont pas eu besoin de l'apprendre parce qu'ils sont nés avec. Il avait vu Amina par hasard, un samedi matin, au marché de Green Market Square, ce grand marché coloré en plein cœur de Cape Town où les artisans exposent leurs créations et où l'air sent le cuir, le bois travaillé, les épices et la liberté. Amina était là avec sa mère, en train de choisir des étoffes pour une robe. Elle portait une robe simple de couleur terracotta, ses cheveux attachés, pas de maquillage, juste elle-même. Et Karim, cet homme qui avait vu beaucoup de femmes dans beaucoup de villes, s'était arrêté net au milieu de la foule. Il ne s'était pas comporté comme un homme ordinaire qui voit une belle femme et l'aborde avec des mots vulgaires ou pressés. Non. Il avait trouvé un moyen de se faire présenter, correctement, avec respect. Il avait acheté quelque chose au marchand à côté d'où se trouvait la mère d'Amina, avait engagé une conversation polie, et naturellement les choses s'étaient enchaînées. À la fin de la matinée, il avait les coordonnées de la mère d'Amina et avait exprimé clairement ses intentions. Il voulait se marier. Il était sérieux. Il n'était pas là pour jouer. La mère d'Amina était rentrée à la maison avec des yeux brillants. Elle avait appelé son mari. Ils avaient vérifié qui était cet homme, parlé à des gens qui le connaissaient à Johannesburg, cherché à s'assurer qu'il était bien qui il disait être. Et tout ce qu'ils avaient trouvé confirmait que Karim était un homme bien, un homme sérieux, un homme qui avait les moyens de rendre leur fille heureuse. Amina, de son côté, avait rencontré Karim lors d'une visite familiale organisée selon les traditions. Et quelque chose s'était passé entre eux. Pas de la folie, pas du coup de foudre de cinéma. Mais une connexion réelle, une douceur dans leur façon de se regarder, un respect mutuel qui était la base la plus solide pour construire quelque chose de beau. Amina avait dit à sa mère qu'elle acceptait de continuer à le connaître. C'était sa façon à elle, pudique et sage, de dire qu'il lui plaisait. Aisha avait appris tout cela par Amina elle-même. Parce qu'Amina lui racontait tout, comme elle l'avait toujours fait. Elle lui avait parlé de Karim avec les yeux brillants, les joues légèrement rosées, ce sourire qu'on ne peut pas contrôler quand quelqu'un occupe soudainement beaucoup de place dans vos pensées. Elle lui avait montré une photo de lui sur son téléphone. Et Aisha avait regardé cette photo avec un sourire sur les lèvres et une tempête dans la poitrine. Grand, beau, riche, sérieux, respectueux. Tout ce qu'une femme pouvait vouloir. Et il voulait Amina. Bien sûr. Encore Amina. Toujours Amina. La vie entière semblait conspirer pour donner à Amina tout ce qu'il y avait de plus beau dans le monde.
Et Aïcha, elle, n'avait rien. Personne ne venait la demander en mariage. Personne ne la regardait comme Karim regardait Amina sur cette photo. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Aïcha avait pris sa décision. Elle avait demandé discrètement autour d'elle, avec des mots enveloppés, des questions indirectes, comme quelqu'un qui cherche quelque chose sans vouloir qu'on sache qu'il cherche. Et elle avait fini par trouver ce qu'elle cherchait. Une vieille femme, connue dans certains cercles de Bokaap sous le nom de Mama Zora. Une femme dont personne ne parlait vraiment ouvertement, mais dont tout le monde savait l'adresse si on en avait besoin. Elle vivait dans une ruelle étroite, dans une maison peinte en bordeaux foncé, avec toujours une fumée légère qui sortait par la fenêtre entrouverte du rez-de-chaussée, et une odeur d'encens qui flottait dans l'air même dehors. Aïcha était allée la voir un jeudi soir, bien après que sa mère soit endormie. Elle avait traversé les rues de Bokaap en marchant vite, la tête baissée, le cœur battant. Elle s'était dit plusieurs fois qu'elle allait rebrousser chemin. Elle ne l'avait pas fait. Mama Zora l'avait reçue sans surprise, comme si elle l'attendait. Cette vieille femme aux cheveux blancs couverts d'un foulard noir, aux mains petites et aux doigts longs chargés de bagues, avait regardé Aïcha avec des yeux qui semblaient avoir vu trop de choses pour être choquée par quoi que ce soit. Elle lui avait offert du thé. Elle l'avait écouté. Et quand Aïcha avait fini de parler, les yeux humides, les mains tremblantes, Mama Zora avait dit simplement « Ce que tu me demandes peut être fait. Mais sache que tout ce que tu lances dans le monde revient vers toi. Es-tu prête à payer ce prix ?» Aïcha, aveuglée par sa jalousie, avait dit oui sans hésiter. Elle n'avait pas demandé ce que le prix serait. Elle n'avait pas voulu le savoir. Elle voulait juste qu'Amina souffre autant qu'elle souffrait. Elle voulait que cette perfection se brise. Elle voulait Karim pour elle. Et dans sa tête tordue par des années de ressentiment silencieux, elle s'était convaincue qu'elle méritait cet homme tout autant qu'Amina, peut-être même plus, parce qu'elle avait trop longtemps attendu dans l'ombre. Mama Zora avait travaillé pendant plusieurs nuits. Aïcha n'avait pas cherché à savoir comment. Elle avait juste apporté ce qu'on lui avait demandé d'apporter. Une mèche de cheveux d'Amina, qu'elle avait récupérée sur la brosse d'Amina lors d'une de ses visites. Un morceau de tissu qui avait appartenu à Amina. Et quelque chose d'autre, que je ne vais pas décrire en détail, parce que certaines choses méritent de rester dans l'ombre qu'elle habite. Ce qui s'était passé ensuite avait été terrifiant dans sa rapidité. Amina avait commencé à changer. Pas du jour au lendemain. Progressivement, comme une plante qui se fane quand on lui retire la lumière. D'abord, elle était devenue plus distraite. Elle oubliait des choses, perdait le fil de ses conversations, regardait dans le vide au milieu d'une phrase. Ses professeurs avaient remarqué que son attention avait baissé. Sa mère pensait que c'était le stress du lycée combiné à la nouveauté de sa relation avec Karim. Puis les nuits avaient commencé. Amina ne dormait plus bien. Elle se réveillait en criant, disait qu'elle voyait des choses dans ses rêves, des ombres, des formes qui n'avaient pas de nom. Elle avait maigri. Ses yeux noisettes aux reflets dorés avaient perdu leur éclat. Elle regardait les gens sans vraiment les voir. Elle pleurait pour des raisons qu'elle ne pouvait pas expliquer. Et puis un jour, dans la cour du lycée, Amina avait commencé à parler seule. Pas doucement, à voix basse. Non. Elle avait crié, s'était mise à agiter les bras, avait regardé autour d'elle avec une terreur dans les yeux que personne ne comprenait. Les élèves s'étaient écartés. Les professeurs étaient intervenus. Sa mère avait été appelée d'urgence. Le diagnostic médical n'expliquait rien de concret. Les médecins avaient parlé de stress sévère, de dépression, peut-être d'un épisode psychotique. Ils avaient prescrit des médicaments. Les médicaments n'avaient rien changé. Amina était devenue méconnaissable. Cette fille qui illuminait les pièces se parlait maintenant à elle-même dans les coins sombres. Celle qui attirait tous les regards fixait maintenant le sol en marchant. Celle qui riait et faisait rire les autres ne parlait plus qu'à des présences invisibles que personne d'autre ne voyait. Karim était venu voir la famille. Il était troublé, compatissant, mais aussi perdu. Il avait espéré construire quelque chose avec cette femme lumineuse qu'il avait rencontrée au marché. Ce qu'il voyait maintenant lui brisait le cœur mais le dépassait complètement. La famille d'Amina avait commencé à espacer les visites pour ne pas lui imposer cette situation. Et peu à peu, naturellement, Karim s'était éloigné. Non par méchanceté, mais parce qu'il était humain et que ce qu'il voyait le dépassait. Aïcha avait tout observé de près. Elle avait joué le rôle de l'amie dévouée à la perfection. Elle était là pour la famille d'Amina. Elle venait aider. Elle semblait bouleversée par l'état de son amie. Elle pleurait de vraies larmes parfois, parce que même dans sa jalousie, une partie d'elle était encore capable de souffrir de voir Amina dans cet état. Mais cette partie-là était trop petite pour faire rebrousser chemin à l'autre partie, celle qui avait voulu cette destruction.
Et dès que Karim s'était retrouvé seul, Aisha s'était arrangée pour être là. Elle avait commencé à lui proposer son aide pour les démarches liées à la situation d'Amina. Elle lui avait envoyé des messages de soutien. Elle avait accepté de prendre un café avec lui pour parler. Puis 2 cafés. Puis des sorties. Karim était un homme bien, pas du genre à profiter d'une situation. Mais Aisha était là, constamment, et elle mettait tout ce qu'elle avait dans cette présence. Elle s'habillait mieux. Elle prenait soin d'elle. Elle était attentionnée, douce, à l'écoute. Elle faisait tout ce qu'Amina aurait fait naturellement et qu'elle devait, elle, construire avec effort. Karim avait fini par s'attacher. Et 1 an après que la folie avait frappé Amina, Karim demandait la main d'Aisha. Le mariage avait eu lieu 6 mois plus tard. Une belle cérémonie dans le quartier de 6 Points, avec vue sur l'océan, des tables chargées de nourriture, des femmes aux robes chatoyantes, des hommes en costume. Aisha avait marché vers son mari dans une robe blanche brodée de fils dorés, le visage rayonnant, les yeux brillants. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait. L'homme beau et riche. Le mariage. La vie dont elle avait rêvé. Et pendant ce mariage, quelque part dans une chambre de Bokaap, Amina était assise dans le noir à se parler à elle-même. Les années qui suivirent furent celles que l'on appelle les années du silence coupable. Aisha vivait dans la belle maison de Karim dans le quartier résidentiel de Constancia, avec ses jardins bien entretenus et sa piscine qui reflétait le ciel bleu. Elle avait tout. La sécurité, le confort, le statut social. Karim était un bon mari, attentif et généreux. Ils avaient eu 2 enfants, un garçon et une fille, qui grandissaient dans une maison remplie d'amour paternel. Mais Aisha ne dormait pas toujours bien. Il y avait des nuits où elle se retournait dans son lit, les yeux ouverts dans le noir, et où quelque chose qu'elle ne voulait pas regarder en face essayait de la rejoindre dans l'obscurité. Elle chassait ces moments. Elle se levait, buvait de l'eau, allumait une lumière, regardait ses enfants dormir. Elle se disait qu'elle avait fait ce qu'il fallait faire. Qu'elle méritait cette vie. Que si ce n'était pas elle, quelqu'un d'autre aurait épousé Karim. Que ce n'était pas vraiment sa faute si Amina avait perdu la tête, que peut-être c'était le destin. Elle construisait ses mensonges avec soin et les disposait autour d'elle comme des murs pour se protéger de la vérité. De temps en temps, elle avait des nouvelles d'Amina à travers les gens du quartier. Amina vivait toujours avec ses parents, qui s'occupaient d'elle comme d'un enfant. Elle avait ses bons jours et ses mauvais jours. Les médecins continuaient de chercher. Les parents avaient fait venir des personnes qui connaissaient les médecines traditionnelles. Rien n'avait réussi à ramener complètement la lumière dans les yeux d'Amina. Aisha envoyait parfois de l'argent pour aider la famille. C'était sa façon à elle de se laver les mains. Mais le sang qui reste sur les mains ne s'efface pas avec de l'argent. Et puis arriva l'enfant. Personne ne sut vraiment d'où il venait. Dans les rues de Bokaap, les histoires se racontaient à voix basse, avec des regards en coin. Certains disaient qu'il avait été trouvé sur le pas de la porte de la famille d'Amina, un matin très tôt, enveloppé dans un tissu blanc. D'autres disaient qu'il avait simplement frappé à la porte un soir, un petit garçon d'environ 8 ans, seul, avec des yeux qui semblaient trop anciens pour son visage. D'autres encore disaient que c'était un enfant des rues que la mère d'Amina avait pris en pitié. La vérité exacte de son arrivée, personne ne la connaissait vraiment. Ce qu'on savait, c'est qu'il s'appelait Imani. Un prénom qui signifie la foi. Qu'il avait des yeux sombres et profonds qui mettaient les adultes mal à l'aise sans qu'ils puissent expliquer pourquoi. Qu'il ne parlait pas beaucoup, mais que quand il parlait, les gens avaient tendance à se taire et à écouter. Et qu'il avait, dès son arrivée dans la maison de la famille d'Amina, commencé à s'asseoir à côté d'elle. Il ne cherchait pas à la guérir. Il ne faisait pas de grands gestes, ne prononçait pas de formules, ne préparait pas de médicaments. Il s'asseyait juste à côté d'elle. Il lui tenait la main parfois. Il lui parlait doucement, des choses simples, des choses réelles. Le ciel dehors. L'odeur de la mer. La couleur des maisons de Bokaap. Les fleurs dans le jardin. Il la ramenait au monde, mot par mot, comme quelqu'un qui reprend le fil d'une histoire là où il a été perdu. La famille le laissait faire, un peu étonné mais sans trouver de raison de l'en empêcher. Et au bout de quelques semaines, quelque chose avait commencé à changer chez Amina. Elle avait recommencé à regarder les gens dans les yeux. Elle avait recommencé à répondre quand on lui parlait. Elle avait mangé un matin avec un appétit qu'on ne lui avait pas vu depuis des années. Elle avait ri une fois, d'un rire fragile et surpris d'elle-même, comme si elle ne savait plus comment se s'en sortait d'elle. Et elle avait pleuré, mais différemment. Pas les pleurs de la confusion et de la terreur. Des pleurs de quelqu'un qui commence à sentir à nouveau les choses, qui revient à lui-même après un long voyage dans un endroit sombre. Le processus avait pris des mois. Mais peu à peu,
Amina revenait. Ses yeux retrouvaient leur clarté. Ses gestes retrouvaient leur grâce. Elle avait recommencé à s'intéresser aux choses qui l'entouraient, à aider sa mère dans la cuisine, à s'asseoir dehors pour sentir l'air marin. Elle avait repris certaines de ses études interrompues, à son rythme, sans se presser. Elle n'était plus la même qu'avant. Ce qu'elle avait traversé l'avait changé, lui avait donné une profondeur nouvelle, une façon de regarder le monde avec des yeux qui avaient vu trop de choses pour être naïfs, mais aussi avec une gratitude touchante pour les choses simples que beaucoup de gens ne voient plus. Imani, lui, avait continué à vivre avec la famille. Il était devenu comme un fils adoptif. Mais quelque chose en lui continuait à être particulier, à l'écart du commun des mortels, dans la façon dont les animaux s'approchaient de lui, dans la façon dont les vieilles personnes semblaient éprouver une confiance instinctive pour lui, dans ce regard trop sage pour un enfant de cet âge. Et dans cette maison qui guérissait, quelque chose d'autre commençait à se passer. Quelque chose qui n'avait pas de nom médical. Quelque chose que certains appelleraient le retour de la balance. Esha l'avait senti en premier dans ses nuits. Les cauchemars avaient commencé. Pas des rêves vagues et flous. Des cauchemars précis, détaillés, vivants. Dans ses rêves, elle voyait Mama Zora qui la regardait avec ses yeux petits et froids et qui lui disait qu'il était l'heure. Elle voyait Amina dans ses années de folie, les mains dans les cheveux, les yeux affolés. Et dans ses rêves, Esha se voyait elle-même de l'extérieur, comme si elle était deux personnes à la fois, et elle se voyait faire des gestes avec ses mains et elle comprenait ce que ces gestes signifiaient et elle essayait de s'arrêter mais elle ne pouvait pas. Elle se réveillait en sueur, haletante, la gorge serrée. Elle avait commencé à agir bizarrement pendant la journée. Pas d'un coup. Progressivement, comme Amina avant elle. Elle oubliait des choses au milieu de ses phrases. Elle regardait parfois dans le vide. Elle avait des moments de colère inexplicable suivis de moments de larmes sans raison. Karim la regardait avec inquiétude mais ne savait quoi dire. Ses enfants sentaient que quelque chose n'allait pas chez leur mère et se rapprochaient de leur père. Puis une chose étrange était arrivée. Une chose qui avait tout déclenché. Un après-midi ordinaire, Esha était allée faire ses courses dans le quartier de Bokaap pour rendre visite à sa propre mère qui vivait toujours là-bas. En revenant vers sa voiture, elle avait croisé quelqu'un. Une femme. Une femme aux yeux noisettes avec des reflets dorés. Une femme qui marchait droite, les épaules détendues, avec quelque chose dans son port de tête qui rappelait quelqu'un qu'on a aimé et perdu. Amina. Elles s'étaient arrêtées toutes les deux au milieu de la rue. Esha avait le cœur qui tambourinait si fort qu'elle entendait son propre sang dans ses oreilles. Et elle avait regardé Amina. Vraiment regardé. Et ce qu'elle avait vu dans les yeux d'Amina l'avait terrifiée plus que n'importe quoi d'autre dans sa vie. Amina ne la regardait pas avec de la haine. Pas avec de la colère. Pas avec de la rancune. Elle la regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la tristesse et à quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand que la tristesse. Comme si elle savait. Comme si elle avait toujours su, quelque part au fond d'elle, même dans ces années de brume. Et ce regard sans jugement mais plein de vérité avait été pour Esha plus dévastateur qu'une gifle ou qu'une accusation. Amina avait dit doucement « Je vais bien maintenant ». Et elle avait continué à marcher. C'est là que quelque chose s'était cassé en Esha. Elle était rentrée chez elle, s'était assise dans sa belle cuisine avec ses beaux meubles et ses beaux appareils électroménagers et sa belle vue sur le jardin, et elle avait senti tout s'effondrer à l'intérieur. La culpabilité qu'elle avait enfermée pendant des années, nourrie et tenue à l'écart, avait trouvé une fissure dans les murs qu'elle avait construits. Et elle s'était engouffrée par cette fissure et avait tout envahi d'un coup. Ce qui s'était passé ensuite, les gens du quartier allaient en parler pendant des années. Le lendemain matin, Esha était sortie de sa maison de Constancia. Seule. Sans prévenir Karim, sans s'occuper de ses enfants, sans prendre son sac. Elle était sortie en robe de nuit, les cheveux défaits, les pieds nus sur le sol. Et elle avait commencé à marcher. À parler. À crier. Elle ne disait pas des choses incohérentes comme Amina dans ses années sombres. Non. Ce qu'Esha disait était parfaitement cohérent. Et c'était peut-être pour ça que c'était encore plus effrayant. Elle criait des aveux. Elle marchait dans les rues et elle criait à qui voulait l'entendre qu'elle avait fait du mal à sa meilleure amie. Que c'était elle. Que c'était sa faute. Que la folie d'Amina n'était pas naturelle, que c'était elle qui l'avait provoquée avec Mama Zora. Elle donnait des détails. Elle donnait des noms. Elle criait ses propres crimes à la face du soleil et du vent et des passants qui s'arrêtaient, stupéfaits, sans comprendre ce qu'ils entendaient. Les enfants du quartier s'arrêtaient pour regarder. Les femmes se mettaient aux fenêtres. Les hommes s'approchaient, incertains. Quelqu'un avait appelé Karim. Quelqu'un d'autre avait appelé la mère d'Esha. Mais Esha ne s'arrêtait pas.
Elle continuait à marcher et à crier ses aveux. Elle avait pris le chemin de Bokaap, comme guidée par quelque chose qu'elle seule voyait. Elle avait remonté les rues colorées en criant, les voisins sortant sur leurs pas de porte pour regarder ce spectacle incompréhensible. Esha, la femme de Karim, la femme bien habillée qui vivait dans sa belle maison de Constancia, était là, en robe de nuit, pieds nus, en train de confesser publiquement ce qu'elle avait fait des années auparavant. Elle s'était retrouvée finalement devant la maison de la famille d'Amina. Elle s'était agenouillée sur le pavé devant la porte. Et elle avait demandé pardon. Pas à voix basse. Non. Elle avait demandé pardon en criant, avec toute la force de ses poumons, comme si elle voulait que le ciel entende, comme si les mots devaient traverser quelque chose d'épais et de dur pour atteindre l'endroit où ils devaient aller. La porte s'était ouverte. La mère d'Amina était sortie, les yeux grands ouverts de stupeur. Puis Amina elle-même était apparue sur le seuil. Elle avait regardé Esha agenouillée sur les pavés. Et ce qu'elle avait ressenti à ce moment-là, personne d'autre qu'elle ne pourrait vraiment le décrire. Karim était arrivé peu après. Il avait regardé sa femme agenouillée devant la porte d'Amina, il avait entendu les mots qu'elle criait, et quelque chose dans son visage lui avait changé irrémédiablement. Une compréhension froide et terrible. Tout ce qu'il ne savait pas mais que, quelque part, quelque chose en lui avait peut-être pressenti. Esha fut emmenée. Elle continua à parler pendant des jours. À répéter ce qu'elle avait fait. Elle n'était pas folle dans le sens où elle ne comprenait plus rien. Au contraire, elle comprenait tout. Elle voyait tout avec une clarté cristalline et douloureuse. Et ce qu'elle voyait était si lourd à porter qu'elle ne pouvait pas le garder en elle. Alors elle le crachait dehors, encore et encore, jusqu'à ce que sa gorge soit rauque et ses lèvres sèches. Les médecins ne savaient pas quoi en dire. Karim avait demandé le divorce. Pas parce qu'il était cruel, mais parce qu'il avait découvert sur quelles fondations avaient été construites leur vie commune et que ces fondations étaient pourries depuis le début. Il avait pris ses enfants, s'était occupé d'eux avec toute la tendresse dont il était capable, et avait essayé de comprendre comment il allait continuer à vivre avec ce qu'il savait maintenant. La famille d'Amina, eux, avait fait quelque chose que personne n'attendait vraiment. Ils n'avaient pas réclamé justice. Ils n'avaient pas cherché la vengeance. La mère d'Amina avait dit simplement que le ciel avait déjà rendu sa sentence et qu'il n'avait rien à ajouter. Amina elle-même, quand on lui demandait comment elle se sentait par rapport à tout cela, répondait avec cette sérénité nouvelle qui l'habitait depuis qu'elle avait guéri. « Ce n'est pas à moi de punir. Ce n'est pas mon rôle. Ce qui m'appartient, c'est ma guérison. Et ça, je l'ai récupéré. » Mama Zora, elle, avait disparu. La maison bordeaux foncé de la ruelle étroite était vide un matin, et personne ne sut où la vieille femme était allée. Peut-être qu'elle avait senti venir quelque chose et s'était éclipsée avant que les questions ne la trouvent. Peut-être qu'il y avait une raison plus profonde à sa disparition. Dans les quartiers de Cape Town, les histoires s'en mêlent avec les mystères et on ne tire jamais le fil jusqu'au bout. Imani, l'enfant mystérieux qui avait guéri Amina, était lui aussi parti un matin. La famille d'Amina s'était réveillée et sa chambre était vide. Proprement vide, le lit refait, aucun objet laissé derrière, comme si quelqu'un avait voulu ne laisser aucune trace. La mère d'Amina avait pleuré ce départ. Elle avait cherché l'enfant dans les rues, interrogé les voisins. Personne ne l'avait vu partir. Personne ne savait où il était allé. Il était arrivé quand il le fallait. Il était reparti quand son travail était terminé. Ce que cela signifiait vraiment, chacun se faisait sa propre idée. Les mois qui suivirent, Cape Town continua à tourner comme elle l'avait toujours fait. L'océan continuait à murmurer ses secrets contre les rochers. Les maisons de Bokaap continuaient à briller de leurs couleurs sous le soleil. Les gens vivaient, riaient, souffraient, se réconciliaient, mouraient, naissaient. La vie n'attend personne et ne fait de pause pour personne. Esha fut prise en charge. Sa mère, malgré tout, restait sa mère et ne l'abandonna pas. Elle l'accompagna dans les soins, dans les moments difficiles, dans les longues périodes où Esha n'était pas vraiment là. Il lui fallut du temps. Beaucoup de temps. Et une sorte de travail intérieur que personne d'autre ne pouvait faire à sa place. Regarder en face ce qu'elle avait fait. Non pas pour se détruire, mais pour comprendre d'où venait cette noirceur, ce poison de jalousie qui l'avait conduite à trahir la personne qu'il aimait le plus sincèrement au monde. Ce n'est pas une histoire qui se termine avec un beau pardon filmé dans la lumière dorée du coucher de soleil. La vie réelle n'est pas toujours ainsi. Ce qui avait été brisé entre Esha et Amina était trop profond pour se recoller facilement. Amina allait bien, oui. Elle avait récupéré sa lumière. Elle avait repris ses études, s'était lancée dans des ateliers d'art qu'elle avait toujours aimés. Elle vivait doucement et avec intention chaque jour qu'on lui donnait.
Mais elle ne revit Esha que 2 fois après cette journée devant la porte. La première fois, c'était lors d'une cérémonie familiale à laquelle les 2 femmes avaient été invitées sans que les familles réalisent ce que cela signifierait. Elles s'étaient croisées dans un couloir, et Amina avait regardé Esha avec ses yeux qui savaient trop de choses, et elle avait dit simplement « Je t'ai pardonné. Pas pour toi. Pour moi. » Et elle avait continué à marcher. La deuxième fois, c'était des années plus tard. Esha était sortie de sa longue période difficile. Elle n'était plus la même femme. La jalousie qui l'avait consumée semblait avoir brûlé en emportant aussi quelque chose d'autre, quelque chose d'essentiel, et ce qui était resté après le feu était plus humble, plus fragile, mais peut-être plus honnête. Elle avait voulu aller voir Amina directement. Elle avait frappé à sa porte un matin, seule, sans préparation, comme autrefois dans leur enfance. Amina avait ouvert la porte. Elle avait regardé Esha. Et elle l'avait laissé entrer. Elles avaient bu du thé ensemble dans la cuisine, comme des femmes qui se connaissent depuis longtemps mais dont l'histoire commune est trop complexe pour être résumée facilement. Il y avait eu des silences. Des larmes d'Esha. Une seule phrase d'Amina, à un moment. Tu as toujours été assez bien. Tu ne l'as juste jamais cru. Voilà ce que la jalousie avait fait. Elle n'avait pas corrigé un manque réel. Elle avait agrandi un manque imaginaire jusqu'à ce qu'il prenne toute la place. Esha n'avait jamais vraiment manqué de quoi que ce soit d'essentiel. Elle avait ses propres qualités, sa propre valeur, son propre chemin. Mais elle avait refusé de le voir parce qu'elle regardait trop le chemin d'Amina. Cape Town, dans sa grandeur bienveillante, avait absorbé tout cela comme elle absorbait tout. Les histoires de ses habitants, les belles et les laides, les généreuses et les cruelles. La montagne de la table continuait à dominer la ville de sa présence calme et impassible. L'océan continuait à entrer et à sortir. Les enfants de Bo-Kaap couraient encore dans les ruelles pavées entre les maisons aux couleurs de bonbons. Et quelque part dans cette ville, 2 femmes qui avaient grandi ensemble portaient chacune dans leur corps la mémoire de ce qui s'était passé. L'une avait perdu des années à une folie qui n'était pas la sienne. L'autre avait perdu des années à une folie qui l'était. Elle n'avait pas retrouvé l'amitié d'enfance, celle des serments avec une épingle et du sang mélangé. Certaines choses ne reviennent pas. Mais quelque chose de différent existait peut-être entre elles maintenant. Quelque chose de plus lucide, de plus grave, de plus réel. Ce que cette histoire nous dit, c'est quelque chose que les anciens de Bo-Kaap, ceux qui connaissent les plis et les replis de la vie humaine, répètent depuis toujours dans leurs langues diverses, sous leurs différentes formes, mais avec le même sens. Ce que tu fais dans l'ombre, la lumière finit toujours par le trouver. Et le mal que tu envoies dans le monde ne se perd jamais. Il fait le tour. Et il revient. La jalousie est une prison dont tu gardes toi-même la clé. Et cette clé, tu la retournes dans la serrure chaque jour en choisissant de regarder ce que l'autre a plutôt que ce que tu es. Amina ne s'était pas construite sur la ruine d'Esha. Elle existait, simplement, avec ce que la nature lui avait donné. C'était Esha qui avait choisi de voir dans cette existence quelque chose qui lui était retiré à elle. Et ce choix, fait un soir dans le noir dans une chambre de Bo-Kaap avec un oreiller mouillé de larmes, avait changé le cours de 2 vies. Les enfants d'Esha grandirent avec leur père Karim. Ils furent aimés et bien élevés. Karim ne leur dit jamais du mal de leur mère. Il leur dit juste que les adultes font parfois des erreurs très grandes dont les conséquences durent longtemps. Et que la leçon à retenir, c'est de regarder la jalousie en face quand elle essaie de s'installer, de la nommer, et de lui fermer la porte avant qu'elle ne devienne chez vous. Amina, elle, vivait. Simplement mais pleinement. Elle n'avait pas refait sa vie dans le sens romantique du terme, pas encore, pas dans les années qui suivirent immédiatement ces événements. Mais elle avait refait sa vie dans le sens plus profond du terme. Elle s'était reconstruite, avait retrouvé ses passions, avait appris à faire confiance, doucement, avec précaution, à ceux qui méritaient cette confiance. Et Imani, l'enfant aux yeux trop vieux pour son âge, celui qui était arrivé sans explication et reparti de la même façon, personne ne sut jamais vraiment qui il était. Certains dans le quartier disaient que c'était un enfant de la rue que la bonté de la famille avait transformé en miracle. D'autres disaient qu'il n'était pas tout à fait de ce monde. Que certains guérisseurs ne viennent pas sur demande mais quand ils sont nécessaires. Que la lumière envoie parfois ses propres outils pour rééquilibrer ce que la nuit a déséquilibré. Ce qu'on sait, c'est qu'Amina avait guéri. Et que sa guérison avait déclenché une chaîne d'événements qui avait tout mis en lumière. Comme si la guérison d'Amina avait elle-même été l'instrument du retour du karma sur Esha. Comme si la vie avait attendu qu'Amina revienne à elle-même pour s'occuper du reste.
Alors si aujourd'hui vous regardez quelqu'un autour de vous et que vous ressentez cette chaleur désagréable dans la poitrine qui n'est pas de la fierté mais quelque chose de plus sombre, si vous commencez à compter les bonheurs des autres comme des injustices faites à vous, arrêtez-vous. Pas parce que la jalousie est moralement mauvaise dans une idée abstraite, mais parce qu'elle est destructrice pour vous en premier. Parce qu'elle vous empêche de voir ce que vous avez. Parce qu'elle transforme ce que vous ressentez de bien en poison. Et parce que les chemins qu'elle vous propose, comme celui qu'Esha a choisi dans cette ruelle de Bokaap, devant la maison bordeaux foncé de Mama Zora, ne mènent nulle part où vous voulez vraiment aller. Cette histoire s'est passée à Cape Town. Mais elle aurait pu se passer partout. Dans n'importe quelle ville, dans n'importe quelle rue, dans n'importe quel quartier où deux amis grandissent ensemble et où la vie choisit de les traiter différemment. C'est une histoire humaine. Une histoire ancienne. Une histoire qui se répète encore et encore sous des formes différentes parce que la nature humaine ne change pas aussi vite que les villes changent de forme. La montagne de la table regarde toujours Cape Town du même regard impassible et patient. Elle a vu des générations d'histoires comme celle-là. Elle continuera à en voir. Ce qu'elle nous enseigne, peut-être, par sa seule présence massive et silencieuse, c'est que le temps est du côté de la vérité. Toujours. Ce que tu fais dans le noir sera vu dans la lumière. Ce que tu plantes avec du poison finira par empoisonner ton propre sol. Et ce que tu crois avoir volé ne t'appartient pas vraiment, parce que les choses volées ne restent jamais. Elles reviennent à qui elles doivent revenir. Pas toujours de la façon qu'on attend. Pas toujours au moment qu'on croit. Mais elles reviennent. Esha avait cru gagner. Pendant un temps, cela ressemblait à une victoire. La belle maison. Le mari riche et beau. Les enfants. Le statut. Mais construire sa vie sur la souffrance de quelqu'un d'autre, c'est construire une maison sur du sable au bord de la mer. Elle tient le temps que dure l'illusion. Et quand la mer monte, elle emporte tout. Et Amina, qui avait tout perdu sans le vouloir, qui avait traversé des années de nuit sans comprendre pourquoi, avait retrouvé quelque chose que personne ne pouvait lui prendre. Elle-même. Sa propre lumière. Qui était à elle depuis le début et qui n'avait jamais vraiment disparu. Elle avait juste été couverte par une ombre. Et les ombres, même les plus épaisses, ne sont que des ombres. Elles ne peuvent pas éteindre une lumière. Elles peuvent juste la masquer pour un temps. Le soleil se levait sur Cape Town. Le soleil se levait sur Bokaap. Le soleil se levait sur les maisons peintes de couleurs de bonbons dans les ruelles pavées. Le soleil se levait sur l'océan et sur la montagne et sur les gens qui allaient et venaient dans les marchés et les rues. Et quelque part dans cette lumière du matin, deux femmes qui avaient grandi ensemble portaient chacune leur vie dans leurs mains. Différemment. Mais elles portaient. Et c'est peut-être tout ce qu'on peut demander à la vie, au fond. La possibilité de continuer. La possibilité de voir le lendemain. La possibilité d'apprendre de ces nuits les plus sombres et de se lever quand même quand le soleil revient.